Eh bien, bonjour. Bienvenue à ce webinaire MyFun Group, organisé en collaboration avec Convertigo. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Philippe Dumont, je suis directeur général de MyFun Group. J'ai également le plaisir de siéger au conseil d'administration de la Mobile Marketing Association, où j'ai en charge la commission application mobile. Et auparavant, j'ai été à la fois chez Microsoft et chez Symantec à des différents postes de direction. Et donc, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Olivier Picciotto, qui est le CEO de Convertigo. Olivier, si tu veux te présenter rapidement. Oui, bonjour, je suis Olivier Picciotto, donc le CEO de Convertigo. Donc, je m'occupe de la direction générale de l'entreprise et j'ai un rôle assez important dans tout ce qui concerne la vision sur les produits. Et je m'occupe aussi évidemment de tout ce qui concerne la sensibilisation en général dans l'industrie de la partie mobile et notamment, ce qui nous intéresse encore plus, la mobilité d'entreprise, qui est notre métier et comment nous sensibilisons les gens à cette nouvelle technologie qui révolutionne le travail de l'entreprise. Merci Olivier. Effectivement, comme vous le voyez sur ce rapide sommaire de notre présentation, on va faire d'abord un rapide point du marché du mobile en France et dans le monde, juste pour un petit peu planter le décor de cette présentation. Ensuite, je rentrerai un petit peu dans le vif du sujet. On parlera justement de site mobile, application native, application hybride, un petit peu quels sont ces concepts et comment on peut s'y retrouver dans ces différentes options. Et comme l'a dit Olivier, en fait, Olivier effectivement travaille chez Convertigo et notamment justement à la mise en place d'applications mobiles d'entreprise connectées. Et donc c'est lui qui vous parlera justement de la façon dont on peut réellement connecter une application mobile à son système d'information. Et puis on finira avec une rapide présentation de l'offre MyFun Group et une session de questions-réponses. Alors juste pour vous dire la façon dont ça fonctionne, si vous avez pas trop l'habitude de cet outil GoToWebinar que nous utilisons pour ces webinaires, vous avez un fil de questions-réponses qui est disponible parmi les différents outils, la palette d'outils que vous avez sur votre écran. Donc vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment pour poser des questions. Si on peut y répondre dans le cours de la présentation, on le fera. Et sinon, l'ensemble de ces questions, on les prendra à la fin de cette présentation dans cette session de questions-réponses. Voilà, donc sans plus attendre, ce que je vous propose, c'est de prendre un petit peu le taureau par les cornes et regarder ce qui se passe en fait sur justement le marché du mobile, de l'informatique en ce moment. Et c'est vrai que cette année tout particulièrement est un peu une année charnière. Alors à chaque année on dit un peu c'est l'année du mobile, c'est l'année du mobile, je pense que vous l'avez déjà entendu quelques fois. La raison pour laquelle c'est probablement encore plus vrai cette année que les années précédentes, c'est que pour la première fois cette année, il va y avoir une base installée, et là on ne parle même plus de vente, puisqu'en vente, les outils mobiles, que ce soit les tablettes ou les smartphones, ont déjà dépassé les ventes de PC depuis la fin de l'année 2011. Aujourd'hui, en fait, en 2013, on va se retrouver en base installée, aussi bien en France que dans le monde, avec plus de PC et de tablettes, plus de smartphones et de tablettes que de PC, que ce soit des PC de type notebook ou des PC de type desktop standard comme on les connaissait il y a encore quelques années. Donc vraiment il y a une bascule en fait du marché qui est en train de s'effectuer et vous voyez que en fait la pénétration en termes de base installée sur les années à venir des smartphones et des tablettes vraiment continue en fait une pente ascendante très forte et que clairement ces outils-là vont devenir les premiers outils d'accès à l'information personnelle ou professionnelle pour la plupart des utilisateurs connectés à Internet. Comment est-ce que ça se transcrit? Ça se transcrit clairement par une consommation du média mobile qui est en très forte augmentation par rapport à tous les autres médias que l'on connaît. Et vous voyez ici les différentes évolutions des grands médias que sont la télé, la radio, la presse, l'Internet, bien évidemment, et le mobile, comparé sur quelques années. Vous voyez que le mobile, qui était encore il y a à peine 2-3 ans, quelque chose de vraiment très faible en termes de visibilité, commence aujourd'hui à prendre une part très significative du temps passé par les utilisateurs, au point de rivaliser avec le temps passé sur Internet et au point de dépasser des médias traditionnels tels que la radio, tels que la presse. Et vous voyez que probablement seule la télévision garde encore une certaine avance par rapport à ces médias Internet connectés
tel que le mobile. L'autre chose également qui est intéressante, c'est que si vous le regardez en fait de manière globale, le trafic Internet est en train d'être de plus en plus trusté par des outils mobiles. C'est vrai en France et c'est encore plus vrai aux États-Unis. Vous voyez que les pentes sont ascendantes dans les deux cas et que la France reste même encore un petit peu en retard par rapport aux États-Unis. Aujourd'hui, en moyenne, tous sites confondus, on se retrouve à peu près avec 7% du trafic sur mobile. Mais en fait, auprès de nos clients à nous, et on le voit à chaque fois qu'on discute avec des acteurs qui ont des sites de e-commerce ou des sites d'entreprise, on s'aperçoit que quasi systématiquement, on voit 10, 15, voire 20 ou 25% du trafic de ces sites-là qui sont faits via le mobile. Donc il y a vraiment une très très forte augmentation et vous voyez que c'est une pente ascendante quasi exponentielle que l'on observe sur ce trafic-là. En parallèle, en fait, c'est aussi un marché très fragmenté. Fragmenté parce qu'il l'est sur les smartphones. Historiquement, l'iPhone et donc iOS a été un acteur majeur du développement des smartphones, mais vous voyez qu'il est aujourd'hui largement dépassé par Android, qui représente quasiment la moitié des ventes, voire un peu plus de la moitié des ventes de smartphones dans le monde. Aujourd'hui, les autres systèmes sont encore un petit peu en retrait. Et sur le marché des tablettes, eh bien, on retrouve un petit peu la même dynamique, c'est-à-dire encore une prépondérance de l'iPad qui a ouvert le marché et les tablettes Android qui sont de plus en plus en train de pousser avec aussi quelques acteurs qui sont sur le marché. Qu'est-ce que ça veut dire en fait autour de cet aspect du marché du mobile? Ça veut dire clairement qu'il y a un marché à la fois en évolution très rapide, vous voyez les évolutions de part de marché qui, d'une année sur l'autre, modifient assez radicalement le paysage des mobiles, des tablettes. Android, qui il y a encore 2 ans était relativement un acteur émergent, est devenu incontournable aujourd'hui, mais il reste très fragmenté puisqu'il y a quand même beaucoup de versions d'Android qui cohabitent et qui sont assez différentes. Il y a des outsiders qui existent entre Windows Phone et BlackBerry. Windows Phone est en croissance, mais reste encore relativement faible en termes de part de marché. Néanmoins, comme la pénétration en fait des smartphones et des tablettes devient assez importante, même une faible part de marché, ça représente quand même des millions d'utilisateurs. Windows Phone aujourd'hui, en France, c'est 2 millions d'utilisateurs, même si ça représente aujourd'hui que quelques pourcents de part de marché. Et puis, comme je l'ai dit, les tablettes, c'est un peu encore une nouvelle fragmentation de ce marché. Et la seule chose que l'on peut conclure en fait de cet aperçu du marché, c'est quoi? C'est que le marché évolue extrêmement vite. Il a évolué extrêmement vite dans les dernières années et on sait qu'il va évoluer encore de manière très rapide dans les prochaines années. Et donc vraiment, la nécessité d'avoir une vraie stratégie solide, multiplateforme sur ce marché-là, elle est extrêmement importante. Alors maintenant, quand on se dit oui, on va être présent sur le mobile, bien évidemment, on se pose radicalement la question, comment je vais être présent sur le mobile? Est-ce que je vais avoir un site mobile? Est-ce que je vais avoir une application native? C'est effectivement les deux choix qui se présentent aux entreprises aujourd'hui. Et en fait, quand on décide de prendre une application mobile, eh bien, on a là aussi deux choix, c'est de développer soit une application mobile native, soit une application mobile hybride. Alors, on va parler de ces différents concepts. Probablement le mieux, c'est de commencer peut-être par quelques définitions pour être sûr que on soit tous sur la même longueur d'onde en termes de ce que l'on entend par site mobile, par application native ou hybride. Un site mobile ou une web app, parce que là aussi c'est un terme radicalement nouveau qui est utilisé de plus en plus, notamment associé à tout ce qui est HTML5. Bien, un site mobile, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un site internet qui est développé en HTML et qui est optimisé pour une navigation à partir des terminaux mobiles, que ce soit les smartphones, les tablettes, etc. Une web app, c'est ni plus ni moins qu'un site mobile évolué, c'est-à-dire qu'un site mobile standard va venir présenter de l'information, un site mobile de type web app, eh bien, il va traiter de l'information, il va traiter des données utilisateurs, il va traiter des données sur le serveur, un peu comme le ferait un logiciel applicatif, et globalement, ça vous donne l'impression en fait d'avoir un peu comme un outil applicatif qui est utilisable directement à travers votre navigateur. Et c'est typiquement ce qu'on a vu croître par exemple dans des outils de type CRM tels que Salesforce, où on a au travers du navigateur eh bien, un outil très sophistiqué en matière de traitement de l'information.
qu'est-ce que c'est qu'une application native? Une application native, c'est une application qui là est dédiée et développée spécifiquement pour une plateforme mobile donnée. Ça pourrait être le cas donc de iOS, de Android, de Windows Phone, de BlackBerry, etc. Et elle utilise généralement des kits de développement et des langages qui sont spécifiquement associés à cette plateforme. C'est le cas d'Objective-C pour iOS, c'est le cas de Java pour Android, de C# généralement pour Windows Phone, etc. Enfin, une application native, hybride, eh bien, une application hybride, c'est tout simplement quelque chose qui va mixer un petit peu le côté natif et le côté web app ou le côté HTML dont on vient de parler, qui va donc dans une application spécifique avoir des parties de l'application qui sont développées de manière spécifique pour chaque plateforme, avec donc ces kits de développement dédiés à chaque plateforme, et puis du code HTML, CSS et JavaScript, donc un ensemble de technologies standards du web qui vont venir en fait compléter le fonctionnement de cette application. Alors, quand on regarde en fait comment est-ce qu'on peut faire un choix justement entre un site mobile et une application mobile, et que l'on demande aux utilisateurs qu'est-ce qu'ils préfèrent, c'est vrai que c'est pas très facile de se faire une opinion. Ça, c'est une enquête qu'a fait Médiamétrie en 2012. Vous voyez que en fonction des utilisateurs auxquels on pose la question, que ce soit smartphone ou tablette, il y a des gens qui vont vous dire je préfère une application, d'autres qui vont vous dire je préfère un site internet, d'autres qui vont vous dire l'un ou l'autre indifféremment. Bref, il n'y a pas quelque chose qui ressort de manière très très simple de ces études aujourd'hui. Et donc c'est un peu au-delà qu'il faut aller chercher ce choix. Un autre choix qu'on a pu vous dire, c'est vous dire ah mais vous savez HTML5 c'est vraiment la révolution du moment, et effectivement entre HTML5 et des applications classiques, le choix il est tout simple, il faut prendre de l'HTML5, c'est vraiment le choix de l'avenir. Ça aussi c'est des discours qu'on a pu entendre. Je pense que la décision elle est un peu plus complexe que ça. Pourquoi? Parce que vous dire de choisir entre le HTML5 et une application, c'est un peu vous dire choisissez entre avoir des sièges en cuir et avoir une voiture. C'est un petit peu aussi anachronique que ça. Pourquoi? Parce que vous pouvez très bien avoir un siège en cuir pour votre chaise du bureau, mais vous pouvez très bien avoir une chaise en cuir dans votre voiture. Et pour HTML5, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez avoir du HTML5 pour créer une application de type web app, donc un site mobile évolué, ou vous pouvez avoir de l'HTML5 pour créer des applications hybrides dont on vient de parler, et bien évidemment avoir donc des applications qui vont se retrouver dans les magasins d'applications à côté des applications natives classiques qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc cette dichotomie elle n'est pas forcément la bonne, et c'est vrai que quand on amène un de nos clients à faire un choix entre un site et ou une application mobile, ce qu'on essaie de faire, c'est de dépasser un petit peu uniquement le débat technique ou budgétaire, qui est malheureusement souvent le premier que l'on considère, pour essayer de se poser les bonnes questions. Mais à notre avis, les bonnes questions, c'est quoi? C'est d'abord savoir à qui est-ce qu'on s'adresse. Est-ce qu'on s'adresse à des prospects? Est-ce qu'on s'adresse à des clients? Est-ce qu'on s'adresse à des partenaires? La raison pour laquelle c'est important, c'est que en fonction de ces réponses-là, en fonction de quel objectif on se fixe sur le mobile, quelle expérience client on désire offrir à ces utilisateurs mobiles, et comment est-ce que l'on intègre ça dans sa stratégie marketing, qui est souvent une stratégie multicanale, eh bien c'est là qu'on va pouvoir commencer à affiner un début de réponse en disant oui le site mobile, oui l'application mobile, c'est la bonne solution pour telle ou telle problématique. L'autre chose également qui est importante, c'est que non seulement le choix entre un site et une application mobile, c'est important par rapport à ce que l'on va développer, c'est aussi important par rapport à son vecteur d'acquisition. Pourquoi? Parce que si vous créez un site mobile, bien évidemment, comment est-ce que vous allez amener des utilisateurs vers ce site mobile? Eh bien, c'est avec des outils relativement classiques que l'on connaît bien, puisque c'est les mêmes en fait que ce que l'on utilise aujourd'hui sur le web. C'est des liens, des bandeaux, des reroutages qui vont amener donc naturellement, on va dire, un utilisateur qui va naviguer sur Internet vers un site mobile. Un magasin d'applications, c'est un outil très très différent, et c'est à la fois quelque chose qui est un petit peu un défi, un challenge, parce que, comme vous le savez probablement, les magasins d'applications, ils sont aujourd'hui très remplis énormément de centaines de milliers d'applications, donc émerger au sein d'un magasin d'applications, c'est pas facile. En revanche, c'est aussi un moyen supplémentaire, quelque part, d'aller diffuser son information, d'aller diffuser son message, et c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce que justement, en termes d'acquisition client, par exemple, ça peut permettre d'aller chercher des utilisateurs nouveaux qu'on n'aurait pas acquis précédemment.
ou ça peut permettre d'avoir des utilisateurs récurrents qui vont plus facilement trouver son application, tout simplement parce qu'elle est installée sur son écran d'accueil. Dans tous les cas, ce qui nous semble vraiment important, c'est d'éviter la simple copie d'un site web sur le mobile, parce que là, c'est vrai, que l'on développe un site mobile ou une application mobile, il faut vraiment utiliser ce que le mobile a de spécifique pour réellement contenter l'utilisateur. Alors maintenant, essayons de voir un petit peu justement pourquoi est-ce qu'on développerait, et on va prendre le premier cas qui est pourquoi développer un site mobile. Comme on l'a vu tout à l'heure, aujourd'hui, dans la plupart des sites classiques commerciaux, on s'aperçoit qu'en moyenne, plus et parfois largement plus de 10% du trafic d'un site web classique se fait vis-à-vis d'un mobile. Et il suffit de voir vos statistiques Google Analytics ou équivalent pour vous en convaincre si vous ne l'êtes pas déjà. Et vous allez voir que effectivement, il y a un certain nombre d'informations qui ne sont pas forcément très simples à consulter si vous n'avez pas un site qui est optimisé. Alors optimiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire optimiser en termes de présentation de l'information, des textes, des images, mais aussi optimiser pour éviter les éléments qui sont soit incompatibles, c'est le cas de Flash qui est généralement incompatible avec la plupart des téléphones portables, mais aussi inadaptés, c'est-à-dire que vous allez avoir des contenus, des vidéos, des animations, des paniers qui sont soit peu fonctionnels ou pas du tout fonctionnels sur un mobile. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir que le site mobile, il ouvre de nouvelles opportunités. Bien évidemment, c'est faire en sorte que votre information elle soit disponible à l'utilisateur à tout moment, où qu'il soit, avec éventuellement une personnalisation accrue par rapport à votre site web, puisque vous pouvez avoir des fonctions de géolocalisation via le navigateur, sans même avoir à recourir au GPS, qui permettent de justement affiner la présentation de l'information que vous proposez à l'utilisateur. Et puis, il ne faut pas l'oublier, un téléphone de type smartphone, c'est aussi un téléphone. Et donc, insérer par exemple ce qu'on appelle des click-to-call, c'est-à-dire la possibilité de générer un appel téléphonique directement par un simple clic du doigt sur un site mobile, c'est une des fonctions relativement basiques, mais très efficace, qui permet justement de compléter le spécifique d'un site mobile pour une marque. Les avantages et les inconvénients d'une approche de type web app ou site mobile. Les avantages, ils sont assez clairs. C'est que comme vous allez développer un site web, un site mobile, en fait, il va couvrir l'ensemble des navigateurs et donc, quelque part, l'ensemble des plateformes de type smartphone. Alors, il y a beaucoup de différences néanmoins entre les navigateurs, ce qui peut nécessiter des adaptations par plateforme, mais néanmoins, vous avez quand même une bonne couverture de la plupart des smartphones, on va dire modernes, sur le développement de sites mobiles. Comme tout site web classique, vous avez une rapidité de mise en œuvre et des coûts relativement limités, avec une flexibilité de l'approche, puisque vous pouvez changer très rapidement les pages directement depuis votre serveur, sans avoir à repasser par un déploiement de code sur le mobile des clients. Comme tous les sites web, vous pouvez faire un suivi très détaillé de l'utilisation d'une web app, comme vous le faites sur votre site web actuellement. Et puis, c'est très simple en fait de basculer un utilisateur qui essaie d'accéder à un site web vers un site mobile optimisé. Ça se fait de manière transparente et donc ça permet d'être très efficace pour l'utilisateur. Les contraintes, c'est quoi? Eh bien, c'est que côté expérience utilisateur, vous allez avoir une expérience qui est un petit peu le plus petit commun dénominateur pour chacune des plateformes. Vous allez avoir, même si le HTML a fait de gros progrès sur les téléphones portables, des animations graphiques et des capacités un petit peu limitées. Et puis, vous avez un accès très très limité, voire nul, aux fonctions natives du téléphone, que ce soit les push notifications, le GPS, bref, un certain nombre de choses qui font aussi quelque part des fois l'attrait d'un téléphone portable de type smartphone. Pourquoi maintenant est-ce qu'on développerait une application mobile? En fait, on a parlé un certain nombre de ces éléments il y a un instant, mais c'est vrai que accéder au référencement de son application via les magasins d'applications, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à la fois un challenge, mais aussi une opportunité de distribution, une opportunité de monétisation aussi, puisque si vous regardez, alors certes, quand on s'appuie sur l'App Store, sur Google Play, c'est des magasins d'applications qui vont garder quelques 30% du revenu pour eux, mais c'est vrai que monétiser quelque part son contenu en faisant ce qu'on appelle des in-app purchases, donc des achats à l'intérieur de l'application, voire des achats d'application directement, eh bien c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus, on va dire, rentrer dans les mœurs pour les utilisateurs que sortir sa carte bleue sur un site mobile classique. Optimiser l'expérience utilisateur, c'est aussi quelque chose qui est bien évidemment du domaine de l'application mobile. Pourquoi? Parce qu'on va
être dans un environnement dans lequel on va pouvoir optimiser l'interface utilisateur, reconnaître un certain nombre de codes qui sont communs par exemple à toutes les applications iPhone, à toutes les applications Android, et donc laisser l'utilisateur dans quelque chose dans lequel il a un peu ses marques et dans lequel il se retrouve. Et puis, notamment quand on essaye de générer de la récurrence de son application, c'est vrai qu'installer son icône sur le mobile de l'utilisateur, on pourrait dire quelque part ça n'a pas de prix, parce qu'évidemment ça facilite la possibilité pour l'utilisateur de retrouver cette application et de la relancer de manière régulière, pour autant bien évidemment qu'il y trouve un intérêt. Enfin, il y a un certain nombre de fonctionnalités natives dans chaque téléphone qui sont souvent très intéressantes à utiliser. On a parlé de la localisation, les push notifications, encore une fois bien utilisées, et j'insiste parfois sur le bien utilisé parce que souvent en fait on en fait un mauvais usage, mais bien utilisé, c'est probablement aujourd'hui le canal qui a le plus d'impact, ou même au-delà de ce qu'on peut connaître avec le SMS, etc. C'est vraiment le canal qui aujourd'hui génère le plus de retours, bien au-delà de ce qu'on connaît sur les emails, sur toutes les formes classiques d'engagement utilisateur. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis, bien évidemment, il y a toutes les fonctionnalités standards des téléphones, que sont la caméra, l'accès à l'agenda, au contact, auxquels, bien évidemment, une application native peut avoir accès. Alors, une application native, maintenant, spécifique, donc qui n'est pas hybride, les avantages, c'est quoi? C'est vraiment d'arriver à optimiser au mieux et au maximum pour chaque plateforme, avec éventuellement, si on le décide, de pouvoir accéder à l'application hors connexion, c'est-à-dire même si on n'est pas connecté soit au Wi-Fi, soit à l'Internet via la 3G ou la 4G. On a une rapidité, une fluidité d'utilisation qui est vraiment également extrêmement importante. On peut aller assez loin dans l'utilisation des fonctions natives et des fonctions système, et on peut suivre, bien évidemment, aujourd'hui il y a de plus en plus de kits qui permettent de le faire, l'utilisation des applications. Les contraintes, c'est quoi? C'est des coûts et des délais qui sont quand même néanmoins plus importants. C'est la flexibilité et l'évolutivité de l'application qui sont limitées. Pourquoi? Parce qu'il faut prévoir des mises à jour, qu'on va faire passer par les magasins d'application, qu'on va faire passer aussi par l'acceptation de l'utilisateur, qui va accepter ou non la mise à jour de son application. Et puis, il faut savoir que la communication inter-application, elle est difficile. Chaque application s'exécute un petit peu dans une boîte individuelle, et l'analyse détaillée vraiment de l'utilisation des applications, elle reste quand même un petit peu plus difficile que celle qu'on connaît aujourd'hui sur un site web classique. L'application hybride, elle a un certain nombre d'avantages en fait, à la fois des sites web qu'on a mentionné tout à l'heure et des applications mobiles natives. Pourquoi? Parce que justement, elle mixe justement ces éléments natifs et ces éléments HTML. Il y a des éléments multiplateformes qu'on va pouvoir retrouver donc au sein de ces applications qui intègrent du code HTML intégré, inséré dans le code de l'application. Donc ça va permettre justement d'éviter de redévelopper une partie de l'application de manière systématique sur chaque plateforme. Ça permet d'accélérer et de limiter les coûts de développement pour une application donnée, puisque, encore une fois, une partie de ce développement va être commun à chacune des plateformes. Ça permet d'avoir un excellent rapport qualité-prix et une meilleure flexibilité, une meilleure évolutivité de l'application. Et il y a également des mises à jour en temps réel, puisque sur la partie du code HTML qui est exécutée depuis les serveurs, eh bien là aussi, un peu comme sur un site web classique, on va se retrouver avec une application qui peut être mise à jour directement depuis son serveur sans avoir à la reposter sur un magasin d'applications. Donc là aussi, c'est quelque chose d'assez attrayant, tout en ayant accès aux mêmes fonctionnalités natives des applications, les notifications, les GPS dont on parlait tout à l'heure pour les applications natives. Les contraintes, c'est quoi? C'est que, comme pour un site web classique, on ne va pas avoir accès forcément à tous les éléments de l'application hors connexion. Justement, le contenu dynamique qui est développé en HTML, lui, il va s'exécuter du serveur, donc il sera disponible que si l'utilisateur est connecté. Et puis, l'utilisation est quand même un peu moins fluide. Pourquoi? Parce que on va aller justement chercher ce contenu sur les serveurs plutôt que d'avoir un contenu qui est 100% embarqué sur le téléphone mobile du client. La raison néanmoins pour laquelle les applications hybrides ont connu un très fort essor, c'est vrai, eh bien c'est parce que les technologies web, les technologies de développement multiplateforme se sont multipliées. Alors elles ont été aussi challengées, mais aujourd'hui il y a une certaine maturité de ces technologies qui font que aujourd'hui on peut réellement industrialiser ce développement d'applications mobiles hybrides, et que effectivement sans répondre à 100% des besoins, c'est vrai que dans 80, 90, 95% des cas,
c'est un excellent rapport qualité-prix et c'est un excellent rapport qualité, efficacité, expérience client pour les utilisateurs et pour les marques. Et donc, c'est justement ce que Marie Chalbaud, par exemple, a fait avec son développement d'applications. On a développé un kit et une architecture de développement d'applications hybrides spécifiques qui nous permet justement d'optimiser le développement d'applications hybrides pour nos clients. Et pour vous donner un exemple, eh bien, des applications hybrides, il en existe plein. Alors, Facebook, c'est le cas d'une application hybride qui a existé pendant très longtemps, qui a été en fait modifiée par Facebook pour intégrer beaucoup plus d'éléments natifs très récemment. Pourquoi? Parce qu'un site ou une application, en l'occurrence comme Facebook, c'est vrai que c'est une application un peu particulière. Si vous maîtrisez un petit peu Facebook, vous savez que la spécificité d'un réseau social, c'est potentiellement, comme Facebook, c'est potentiellement d'avoir un fil d'actualité quasi infini. Et c'est vrai qu'une page HTML quasi infinie, c'est pas forcément très très simple à gérer. C'est une des raisons un petit peu spécifiques pour cette application pour lequel ça peut faire du sens effectivement d'avoir une application plus native. Mais en revanche, des applications natives, des applications hybrides, pardon, qui existent et qui se comportent entièrement comme des applications natives standards, vous en connaissez, c'est le cas de Page Jaune, c'est le cas de LinkedIn, c'est le cas de BBC Olympique, donc c'est le cas de beaucoup d'applications qui existent dans le commerce aujourd'hui, qui bien évidemment se voient pas ou se marketent pas aujourd'hui comme des applications hybrides, mais pour autant, c'est effectivement ce qui est, c'est la façon dont elles sont conçues et dont elles sont utilisées par les utilisateurs. Et pour vous donner un exemple d'application hybride que nous on a développé, voilà le cas de l'imaginaire où nous on a développé une application dans laquelle, comme vous le voyez, l'environnement de l'application, eh bien ça a tout d'une application native et pourtant une partie du contenu sur certaines pages est intégrée à la volée via en fait du contenu HTML qui vient présenter du texte, des images, en l'occurrence là pour des bons plans, mais bien évidemment ça peut être n'importe quel type de contenu. Et encore une fois pour l'utilisateur, on pourrait dire qu'il n'y voit que du jeu, il voit une application qui s'exécute tout à fait classiquement avec toutes les fonctionnalités qu'il est amené à attendre d'une application standard sur iPhone, sur Android, sur Windows Phone ou sur BlackBerry, mais avec des contenus qui sont entièrement sourcés depuis nos serveurs. Voilà, donc je vous ai fait un petit peu un tour d'horizon de ces différentes technologies. Je vous laisse un petit peu cette matrice qui justement vous aidera, je pense, à évaluer quelle peut être la bonne décision entre une web app, une application hybride ou une application native en fonction de vos besoins et en fonction de vos priorités. C'est ce qu'on a essayé de mettre en place sur cette petite, sur ce diagramme, c'est essayer de vous aider à pondérer en fonction de vos besoins justement les différentes catégories et les différents critères de sélection. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de laisser la parole à Olivier, qui va vous parler justement de la façon dont on peut non seulement développer ces applications mobiles, mais aussi les connecter à son système d'information. Et donc, Olivier, je te laisse la main en même temps que je te le dis. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, j'ai donc la main pour pouvoir passer les slides. Donc effectivement, on vient de voir un peu que les systèmes des applications natives, hybrides et compagnie, donc ça on l'a bien vu. Mais la question fondamentale dans les applications d'entreprise, c'est comment va-t-on les connecter au système d'information. Alors pour ça, on a choisi un cas client, et on va se baser sur le cas client Carrefour, qui est pour nous assez intéressant, puisque c'est un compte qui a bien sûr, vous vous doutez, un système d'information assez complexe, et qui a développé son application mobile d'e-commerce en utilisant justement ce genre de technologie qui permet de connecter les applications mobiles au système d'information. Alors on va parler en fait de deux projets, un qui est Carrefour Mes Courses, vous connaissez peut-être, c'est ce qui vous permet de faire vos courses disons sur le mobile, en sachant que le but de ça c'est un projet qui permet de commencer son panier sur le web et de le terminer sur le mobile. Hein. Donc c'est vraiment l'expérience continue du web jusqu'au mobile. Donc c'est évidemment assez disons complexe et géré avec ce genre de technologie. L'autre application dont on peut parler est l'application Carrefour Banque qui permet de faire la banque de Carrefour, prendre des crédits, vérifier son compte, et ainsi de suite. Vous vous doutez bien sûr que cette application-là, Carrefour Banque, est elle aussi connectée à un système d'information complexe par la suite. Alors pour planter le décor, on va directement déjà définir les choses. Les applications mobiles, on va les trouver pour plusieurs marchés. Ça veut dire on distingue le marché B2C, B2B et B2E. Ça veut dire grand public, entreprise et employés.
Et il faut aussi distinguer les applications mobiles simplement pour la consultation, catalogue, contenu dynamique, des choses comme ça. C'est des consultations, c'est des applications en général simples, puisqu'il ne faut qu'on consulte l'information. Et puis après, des applications beaucoup plus complexes, du genre applications de e-commerce ou applications de banque. Celles qui font ce qu'on appelle des transactions. Hein, ça veut dire qu'ils peuvent faire un virement, qu'ils peuvent prendre une assurance, qui peuvent prendre un billet d'avion. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle des applications transactionnelles, qui sont bien sûr beaucoup plus compliquées. On va aussi trouver les applications qui se connectent aux fameuses applications métiers. Vous connaissez bien les ERP, les CRM, ainsi de suite. Alors on va voir qu'en fonction de ces usages, on va... Oups, ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. En fonction de ces usages, on va avoir des problématiques différentes. La problématique majeure en entreprise, c'est la connexion de l'application mobile au système d'information. Et là, c'est là où on est embêté, puisque dans cette entreprise, on a bien sûr des grands systèmes d'information qui sont là, un ERP, donc tout ce qui est comptabilité, gestion des stocks et compagnie, les CRM, la gestion de la relation client. Les PLM, c'est assez utilisé dans tout ce qui est industrie, c'est ce qui permet par exemple de gérer les pièces d'une voiture, des choses comme ça. Les WMS, c'est tout ce qui permet de gérer les entrepôts. Et cette collection d'applications est bien sûr indispensable. Mais parfois, ces applications mobiles, on va vouloir les connecter à autre chose qu'aux applications d'entreprise. On voudra par exemple les connecter aux applications web qui sont existantes. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas penser de connecter notre application mobile au site web des pages jaunes, par exemple, ou au site web société.com qui nous permet de récupérer l'information de l'entreprise, ou au site web Kayak qui nous permet de récupérer des informations sur un vol. Et donc ça aussi, c'est des cas où on est très intéressé d'avoir ces applications mobiles connectées à ces sources d'informations. Pour résoudre ça, il a été, on ne va pas dire inventé, mais il a été défini, un nouveau concept est apparu il y a à peu près 1 an et demi, à 2 ans, qu'on appelle la MIP, la MEAP, ça veut dire la Mobile Enterprise Application Platform. Cette plateforme-là fait l'intermédiaire entre les applications qui sont dans l'entreprise, ou même parfois à l'extérieur de l'entreprise, et le mobile. Elle va gérer donc en fait la communication entre tout le monde interne et le monde externe de l'entreprise. Et cette plateforme-là est ce qu'on appelle en anglais un middleware, hein, donc un logiciel qui se met entre deux, qui va gérer ce genre de choses. Alors, les MIP sont en marché à un essor exponentiel. Vous vous doutez que de plus en plus de gens se posent la problématique de la connexion de leur mobile vers les entreprises. Pour info, c'est un marché qui est estimé aujourd'hui à 1,6 milliard de dollars pour 2014. Voilà, et qui n'arrête pas d'augmenter, les estimations n'arrêtent pas d'augmenter derrière. C'est évidemment une pièce maîtresse dans un système d'information, au même titre qu'il y a quelques années, un portail était une pièce maîtresse dans un système d'information, ou que, bon, encore plus il y a plus longtemps, une base de données était une pièce maîtresse dans un système d'information. Dans les années qui vont venir, les MIP vont non seulement servir les terminaux mobiles, tels qu'on les voit aussi, mais vont servir d'autres canaux, les canaux généraux, par exemple, pourquoi pas un canal de télévision, ou un canal de... on pense même à des projets connectés dans les voitures, avec, pourquoi pas, de l'information qui arrive directement dans les véhicules, ainsi de suite. Cette information, il faut bien la chercher quelque part dans le système d'information de l'entreprise, et ça, c'est le rôle de la MIP, de faire ça. Alors, parmi les BIP, on va en trouver une qui est peut-être spéciale, mais nous on la connaît bien, puisque c'est la BIP de Convertigo, justement. C'est la plateforme Convertigo Mobilizer qui présente tout ce qu'il faut pour justement connecter ces applications mobiles à l'entreprise. Alors, pour info, elle est en technologie open source, ça c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de grands comptes qui ne veulent plus investir dans les technologies propriétaires. Elle dispose d'un grand nombre de connecteurs au système d'information. Elle permet d'assembler différentes sources d'informations pour les concentrer, pour amener de l'information sur le mobile. Prenons un cas exemple, notre commercial qui se déplace à mobilité avec son iPad, il voudrait savoir quel client il va faire pour sa visite. Ça, et donc il va besoin de se connecter à la CRM, donc à la gestion de la clientèle. Très bien, donc il a son adresse, son client, tout ça. Maintenant, il va vouloir savoir qu'est-ce qu'on lui a vendu à ce client. Et bien ça, par contre, cette information, il va l'avoir dans l'ERP. Qu'est-ce qu'on va faire? 2 applications mobiles? Surtout pas. On voudrait une application intégrée qui puisse se connecter aux 2 sources différentes.
Et donc ça, c'est justement ce qu'on va faire avec la technologie Convertigo. Convertigo existe aussi en version communautaire gratuite. Alors bon, ça sert pour faire des évaluations ou pour faire des petits projets sans support. Sinon, bien sûr, c'est une licence logicielle avec supportée en entreprise. Alors, on va par exemple prendre le cas Carrefour, qui est un cas intéressant. Carrefour dispose déjà, ou disposait déjà, d'un site web pour faire l'e-commerce. Ils avaient tout ce qu'il faut dans le site web. Cette application e-commerce permet de choisir les produits, de constituer le panier, de profiter des promotions, de profiter des points de fidélité, de profiter de tout ce qu'amène vraiment le métier d'e-commerce de chez Carrefour. Si on avait voulu reproduire tout ça dans le mobile, on aurait dû réécrire toutes ces fonctionnalités dans une application mobile. Et ça aurait coûté une fortune. C'est pour ça qu'on a plutôt utilisé la technologie Convertigo, qui s'est connectée au site web Carrefour pour profiter de tout son fonctionnel et qui a exposé le site web Convertigo sous forme de ce qu'on appelle de service métier. Un service métier, c'est par exemple recherche un produit. Un autre service métier, c'est ajoute un produit au panier. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle des services métiers. Et sur ces services métiers, on a utilisé la technologie Convertigo pour constituer une application mobile qui fonctionne sur le mobile. D'ailleurs, dans le cas qui nous intéresse, Carrefour a utilisé cette technologie pour deux applications différentes. Une qui est, on l'a dit tout à l'heure, Mes courses, qui permet de faire les courses à domicile. Et dans ce cas-là, ils ont choisi de faire une application native. Non pas hybride, mais native, puisqu'on sait maintenant ce que c'est une application native. Par contre, pour Carrefour Banque, ils ont plutôt décidé de faire une application hybride. Voilà, c'est le choix. Mais la plateforme Convertigo n'a pas imposé ni l'un ni l'autre. Même si nous avons des préférences très marquées pour les technologies hybrides, qui, comme a dit Philippe tout à l'heure, présentent, à notre avis, le meilleur rapport qualité, performance-prix par rapport aux natifs aujourd'hui, multiplateforme, sans aucun doute. Malgré tout, il reste quelques, disons, irréductibles qui pensent que le natif est indispensable. Il est vrai que sur certaines applications, c'est indispensable. Nous sommes plutôt éclectiques et nous pensons dans ce cas-là qu'ils peuvent faire des applications natives aussi en utilisant les services de la plateforme Convertigo. Alors, donc, voilà justement cette question, faut-il choisir entre hybride et natif? Par exemple, notre client Carrefour, lui, n'a pas choisi, en fait. Il a dit qu'il a fait une application hybride et l'autre en natif. C'est exactement le but. Et entre parenthèses, ils ont fait aussi une application web app grâce à la même technologie. Donc, grâce à cette plateforme-là, on a pu sortir en un seul développement des applications natives connectées au système d'information, des applications hybrides connectées au système d'information, et même une web app, une application web mobile connectée au système d'information. Tout ça grâce à la MIP Convertigo. Eh bien, je vous remercie. Merci Olivier. On reviendra vers toi à la fin s'il y a effectivement des questions par rapport à ce que tu viens de présenter. Je voulais juste finir cette présentation par vous montrer rapidement justement l'offre MyFan Group. En quelques mots, MyFan Group, c'est quoi? C'est une entreprise qui offre en fait différents types de services. En amont, en fait, on accompagne nos clients justement à leur réflexion sur leur présence sur le mobile. Donc, on a des offres de conseils sur la stratégie mobile des entreprises. On les aide également en termes de développement. Et donc, comme je vous l'ai dit, on développe soit en natif, soit en hybride. Et pour l'hybride spécifiquement, on a développé une architecture de développement d'applications hybrides spécifiques. Et puis, on a également à la fois un accompagnement de services et de technologies sur la promotion de sa présence sur mobile. Donc, on a notamment un outil de tracking qui s'appelle TrackMob, qui permet de très simplement identifier en fait la source de ces téléchargements et justement d'optimiser ses actions d'acquisition d'utilisateurs mobiles et ainsi d'optimiser son ROI mobile en sachant en fait où est-ce que les utilisateurs les plus récurrents ou les plus rentables, d'où est-ce qu'ils proviennent et donc comment on peut optimiser en fait cette acquisition et ce ROI mobile en général. Et effectivement, ce qui est intéressant par rapport à
à notamment l'offre que l'on propose en termes de développement d'applications hybrides, c'est vrai que ça permet justement un petit peu d'industrialiser son développement sur le mobile, où on peut directement en fait générer à la fois des applications et un site mobile à la volée, avec une administration, un suivi qui sont communs en fait à la fois à une application et à un site mobile. Donc côté administration, c'est vrai qu'on simplifie énormément les choses justement avec notre architecture. Et puis on peut, comme l'a montré Olivier, facilement intégrer en fait cette solution à tous les outils d'entreprise que l'on peut avoir pour justement faire du mobile une extension naturelle de son système d'information et pas quelque chose d'un petit peu isolé comme ça a été malheureusement souvent le cas sur le mobile. Et juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, en fait, quand on développe des applications hybrides, on développe à la fois du code natif. Alors, si c'est une application native, c'est uniquement du code natif, bien évidemment, qui est présent sur le mobile. Mais quand c'est une application hybride, on a du code natif pour le squelette de l'application, si vous préférez. On a du code mixte pour les ressources, le design et puis la logique de navigation de l'application. Et du contenu donc purement HTML et CSS et JavaScript pour le contenu de l'application, qui sont les textes, les graphiques, qui viennent s'afficher au sein de l'application. Et en fait, l'ensemble de ces éléments-là, aussi bien les éléments natifs que les éléments hybrides, ils peuvent être manipulés et administrés depuis notre console d'administration et ensemble connectés donc, au système d'information de l'entreprise. Donc, juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, vous avez en fait donc sur cette application-là des éléments qui sont exécutés donc sur le téléphone, des éléments qui sont hostés sur nos serveurs et qui viennent s'afficher dans l'application, le tout étant piloté donc depuis notre console d'administration. Et pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, vous avez ici quelques exemples de justement la console d'administration pour voir comment on peut ajouter, modifier, supprimer du contenu au sein d'une application. Là, en l'occurrence, vous en avez un exemple sur celle-ci. Et puis, l'ensemble d'outils de suivi extrêmement complets, extrêmement détaillés, qui permettent de savoir à n'importe quel moment qui utilise l'application, d'où provient un nouveau téléchargement, comment les utilisations de l'application se font par ces utilisateurs, est-ce que c'est des utilisateurs récurrents ou pas, est-ce qu'ils vont consulter telle ou telle partie de l'application, est-ce qu'ils vont convertir ou non à tel ou tel moment. Bref, un suivi vraiment exhaustif du parcours utilisateur au sein des applications comme des sites web. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de votre attention. On a essayé d'être à la fois assez rapide et assez complet. Alors pour répondre à votre question, si vous l'avez, je ne la vois pas dans le fil des questions, mais pour répondre en tout cas à votre question, si vous l'avez sur les éléments qu'on vous a présentés, sachez que on vous enverra un mail d'ici la fin de la journée avec l'ensemble des éléments qu'on vous a présentés. Donc vous aurez à la fois une copie des transparents que vous avez vus ici. Vous aurez également un enregistrement de cette session et vous aurez également une copie de notre livre blanc qui s'appelle les 7 facteurs clés de succès dans votre stratégie mobile. Donc vous devriez avoir ça dans votre boîte mail d'ici la fin de la journée. Et puis bien évidemment, à la fois Olivier et moi-même restons à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. Et si vous avez des questions, justement, je vous encourage à les poster sur le fil de questions. On se fera un plaisir d'y répondre tout de suite. Ou sinon, vous pouvez nous envoyer un email. Vous aurez nos coordonnées dans les documents qu'on va vous envoyer. Donc, n'hésitez pas à nous contacter par la suite. Ce que je peux déjà faire, c'est répondre à une première question qui est posée ici, qui est c'est quoi les meilleures applications hybrides qui existent aujourd'hui sur le marché? Alors, j'ai essayé d'en mentionner quelques-unes sur mon slide tout à l'heure. Je vous mentionnais par exemple les pages jaunes. Je trouve que les pages jaunes, c'est effectivement un exemple d'application hybride assez réussi où il y a à la fois justement de l'utilisation de fonctionnalités natives, puisque bien évidemment vous pouvez vous géolocaliser avec le GPS, vous pouvez accéder à un certain nombre d'informations qui sont vraiment spécifiques au mobile. Le design de l'application est entièrement optimisé pour chaque plateforme et pour autant, comme vous en doutez, le contenu en fait des requêtes qui sont faites via les pages jaunes, que ce soit les noms, les adresses, les numéros de téléphone, etc. C'est du contenu de pages en fait qui sont en provenance directement des serveurs des pages jaunes. Et pour l'utilisateur, en fait, c'est quelque chose qui est entièrement transparent, donc il n'y a pas du tout
questions de la part de l'utilisateur sur est-ce que je suis sur une application hybride, est-ce que je suis sur une application native. C'est quelque chose qui est absolument pas une question que peut se poser l'utilisateur, et c'est bien le succès d'une application, d'une bonne application hybride, c'est justement où l'utilisateur reste de manière, ça reste de manière complètement transparente pour l'utilisateur. Olivier, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, enfin, des applications hybrides, il y en a pas mal. Le principe, justement, c'est qu'on ne les reconnaît pas. C'est ça qui est tout à fait intéressant. C'est qu'on ne sait pas lesquelles sont hybrides, lesquelles ne sont pas, puisque justement, on arrive de plus en plus aujourd'hui à faire en sorte que les applications hybrides ressemblent à des applications comme plein d'autres. Voilà, moi la seule façon de savoir qu'une application est hybride, c'est de télécharger, enfin d'essayer d'avoir ce qu'on appelle son application et d'ouvrir le package, d'ouvrir le point IPA ou le point APK et de regarder ce qu'il y a dedans. On a eu des surprises, voilà, on a vu par exemple que l'application LinkedIn était absolument hybride, on a vu que d'autres applications comme ça étaient hybrides, ouais, absolument. Oui, ce qui est juste peut-être pour finir sur ce sujet-là, parce que c'est effectivement assez intéressant, c'est vrai que la notion d'hybride, elle est pas, elle est plus relative qu'absolue, c'est-à-dire que pour chaque application donnée, en fait, on peut, en tout cas c'est notre cas, définir à quel moment justement on bascule l'utilisateur dans une expérience native et dans une expérience hybride. Donc, pour une partie de l'application, ça peut valoir tout à fait le coup d'être justement dans un environnement entièrement natif. Donc, par exemple, je sais pas, je suis en train d'essayer de configurer un certain nombre de choses dans mon application, je suis en train de me géolocaliser, je suis en train de consulter un certain nombre de préférences. Tout ça, on peut par exemple le générer et le gérer de manière complètement native. Et par contre, quand j'ai besoin d'avoir accès à une information qui, par exemple, est une information que j'ai besoin de rafraîchir forcément en ligne parce que la fraîcheur de l'information, elle est importante, ça, je peux bien évidemment le sourcer avec du code HTML, et c'est quelque chose auquel le client s'attend de toute façon, puisqu'on lui demande d'être connecté pour avoir la dernière information, et on le fait en hybride, et pour lui c'est totalement transparent. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des applications, on peut définir justement et mettre le curseur exactement où on veut, entre beaucoup d'hybrides, pas beaucoup d'hybrides, justement en fonction de l'expérience utilisateur qu'on veut générer. Une autre question à laquelle, qui est plus adressée à toi, Olivier, mais que tu peux traiter très facilement, je pense, c'est quoi les impacts en termes de performance sur l'utilisation d'une MIP dans une application? Ça va dépendre un peu des connecteurs qu'on va utiliser. Il y a des connecteurs qui ont des impacts de performance vraiment minimes. Par exemple, le connecteur, le temps de transit du connecteur SQL Convertigo est moins de 10 millisecondes. Vous voyez, c'est extrêmement rapide. Voilà, ça c'est peut-être intéressant. Plus tous les bénéfices que ça peut apporter, le cache, la compression des données pour envoyer sur le mobile. Enfin, il y a tous ces services-là qui sont apportés par le middleware, qui sont juste indispensables. Par contre, il est vrai que certains connecteurs, par exemple le connecteur HTML, le fameux connecteur qui permet de se connecter aux applications web, lui a beaucoup plus de travail à faire parce qu'il doit interpréter en temps réel une page web et en extraire les données utiles. Et donc ça consomme évidemment beaucoup plus de ressources machines. Là, le temps de transit reste quand même tout à fait raisonnable, hein, puisqu'il va osciller entre 50 et 200 millisecondes. Voilà, bien sûr c'est plus que 5, bien sûr, mais ça reste raisonnable. Ça veut dire qu'on va, malgré tout, c'est imperceptible pour l'utilisateur final. Sans compter que la MIP va en plus utiliser toutes ses capacités de compression et de cache pour en plus améliorer le ressenti utilisateur derrière. Donc ce temps de transit évidemment est un peu plus grand, mais imperceptible. Okay, merci Olivier. Alors votre question, c'est vrai, vous avez parlé de coûts et de délai en termes d'applications hybrides. C'est quoi les économies en termes de coûts et de délai des applications hybrides? Alors, tout à fait une très bonne question. Effectivement, on a un petit peu parlé de cet élément-là. Alors, c'est toujours un petit peu difficile à quantifier de manière absolue pour tous les projets. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que en termes d'applications hybrides, sur le développement de la première application, sur la première plateforme, on va se retrouver avec des coûts relativement similaires à une application classique. Donc, c'est pas forcément
sur la première plateforme pour une application donnée sur laquelle on va économiser énormément. Donc si on devait dépenser, on va dire 100 pour une première application, on va se retrouver probablement entre 80 et 90 pour développer une application hybride. En revanche, là aussi en fonction de la façon dont l'application a été conçue et de la quantité justement de contenu hybride qu'on va injecter dedans, c'est vrai qu'on peut se retrouver avec un coût de la plateforme additionnelle qui va se retrouver entre 25 et 35% du coût de la première plateforme. Et donc là, on se retrouve avec un prix de la plateforme supplémentaire qui est bien inférieur à celui que l'on connaît sur des applications natives classiques, puisque généralement, peu ou prou, quand on développe une application native sur différentes plateformes, pour chaque plateforme, on repaye quasiment le même prix que l'on a payé pour la première plateforme. Donc là, le bénéfice est d'autant plus grand que justement on le porte sur une deuxième, sur une troisième, sur une quatrième plateforme, puisque là, encore une fois, on a une économie très substantielle sur le portage vers une plateforme supplémentaire. Olivier, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus? Oui, je confirme, je serais même un peu plus... Nous, on a fait quelques petits bench là-dessus. Alors, bon, on a même été plus loin. Ça veut dire que nous, on prend toute la chaîne de valeur. Ça veut dire qu'on prend la chaîne de valeur du back-end jusqu'au front, hybride Convertigo. Et donc, on a vu clairement que par rapport, même pour une seule plateforme, hein, on n'est même pas encore en multiplateforme, on n'est même pas en train de faire iOS ou Android, mais par exemple iOS, simplement, Apple, on s'aperçoit que la chaîne de valeur complète fait économiser 68% par rapport au développement classique. Si je compte le front-end, ça veut dire l'interface utilisateur, la capacité de connecter cette interface utilisateur à des services, la capacité de créer des services sur une des applications existantes, et que ces applications existantes offrent déjà une connectivité de type web service. Déjà, rien qu'avec ça, une plateforme comme Convertigo va offrir 68% de coût délai, de réduction de coût de réduction coût délai par rapport à un développement standard natif de bout en bout. Et il est évident que si on prend encore plus multiplateforme, ça veut dire qu'on dit on fait 3-4 plateformes mobiles, bah alors là le gain est spectaculaire. Oui, là, tu as raison. En fait, le fait est effectivement que là, moi, je parlais effectivement sur la partie développement front-end. On est à 90%. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Quand on est ensuite en cumulant effectivement l'ensemble du back-end, notamment avec la plateforme, effectivement, on multiplie l'efficacité. Ok, bah écoutez, c'était les questions qu'on avait pour l'instant. Encore une fois, Olivier et moi-même restons à votre disposition si vous avez des questions supplémentaires. Merci d'avoir assisté à ce webinaire et puis j'espère à très bientôt sur l'un de nos webinaires ou en discussion en face à face si encore une fois vous avez des questions complémentaires. Merci beaucoup Olivier. Merci beaucoup, au revoir. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir.